Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Bachunga, il y a quelques années, c'est ce que disait Bruno Le Maire. Ce matin même, en tout cas, la sortie de crise est-elle derrière nous? La fin de la crise inflationniste, c'est ce qu'espère le ministre de l'économie. Et pourtant, est-ce que cette embellie possible, nos artisans et nos petites entreprises du bâtiment l'entrevoient-elles? C'est la question qu'on va se poser avec notre invité Jean-Christophe Repon. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de la CAPEB, c'est la fédération des petites, très petites entreprises du bâtiment, aussi des artisans parfois, des plombiers, des maçons, des couvreurs, tous les corps de métier d'ailleurs, il faut bien le dire. Aujourd'hui, le ministre de l'économie Bruno Le Maire nous annonce la fin de la crise inflationniste. Vous-même avez été frappé de plein fouet par la hausse du prix des matières premières, aussi de ce que vous utilisez, de l'énergie. Est-ce que vous pouvez confirmer d'abord ces premières impressions ? On ne partagera pas totalement l'analyse. C'est vrai qu'on sent une tendance baissière sur l'inflation. Je vous rappelle que ça fait plus de 2 ans que nous avons une inflation et elle avait été jugée par le même ministre de Bercy, M. Bruno Le Maire, sur une crise conjoncturelle. Et on voit bien que la conjoncture dure depuis plus de 2 ans. Et donc nous avons des signaux qui sont un peu différents puisque nous avons depuis 2 trimestres une baisse d'activité nette et mesurée. Et donc, nous avons des signaux d'inquiétude forts pour l'année 2024. Et c'est ce que nous cessons de dire aux ministres concernés, dont Bruno Le Maire, mais également Christophe Béchu et M. Vergrit. Donc, on a des signaux qui donnent une activité à la baisse vraiment très forte. Bien évidemment, comme vous le savez, vous en parlez régulièrement, la problématique du neuf, mais également... La problématique du logement neuf notamment. Alors je le rappelle, j'aimerais que vous expliquiez à tous ceux qui nous écoutent d'abord l'ensemble des métiers, en gros des familles de métiers qu'il y a dans votre fédération, parce que globalement, tous les corps de métiers qui viennent soit repeindre votre maison, réparer une fuite ou alors construire la maison neuve, ils sont chez vous, quoi. Tout à fait. Nous sommes en fait une confédération et c'est important pour mes adhérents. Nous sommes 61 000 adhérents, donc nous sommes la première organisation en nombre d'adhérents en France et nous représentons tous les métiers et notamment les métiers des entreprises de petite taille. Donc nous représentons le maçon, l'électricien, le plombier de la structure de moins de 10 salariés majoritairement. Et nous maillons le territoire pour faire le chantier et les travaux. Et nous, ce que nous réclamons maintenant au gouvernement, c'est non pas des aides, mais bien une écoute toute particulière. Alors le ministre Bruno Le Maire a annoncé des assises de la simplification et on y tourne autour depuis des années et des années. Mais nous demandons vraiment du bon sens. Les ministres ont prouvé qu'en période de crise, notamment la période Covid, ils étaient capables de simplifier, d'être réactifs et pragmatiques. Et c'est ce que nous leur demandons depuis plus d'1 an et demi avec 15 propositions qui ne coûtent rien à l'État, qui ne coûtent rien donc aux finances publiques, qui ne coûtent rien aux contribuables, mais qui permettent de libérer les énergies et nous faire travailler mieux et surtout réussir les ambitions de la France, de la transition énergétique, donc de la rénovation, et la rénovation de la performance. De vous permettre en tout cas de passer cette période de crise. Pourquoi ? Parce que vous êtes dépendant du bâtiment et donc du logement. Il y a une crise dans le logement qui est extrêmement forte, on ne cesse de le dire, notamment tous les samedis dans Parlons IMO sur Sud Radio. Concrètement, les Français font moins de travaux dans leur maison et ils achètent beaucoup moins de logements neufs qu'ils ne font même plus construire. Bien évidemment, alors on a des lois qui viennent impacter cette densification du milieu rural. On a vu la zéro artificialisation nette des sols et cette loi qui nous permettra plus de continuer à étendre l'immobilier. Nous, on a des problématiques surtout de prêts et des banques qui raidissent leur position par rapport à nos particuliers, à nos clients donc. Et on a aussi surtout subi quand même 2 ans d'augmentation des coûts qui font que le pouvoir d'achat, qui est un sujet récurrent, je vous rappelle juste pour que tout le monde entende bien, par rapport au bâtiment, nous avons connu plus de 26% d'augmentation des coûts des matériaux sur les 2 dernières années. C'est plus d'un quart, c'est considérable. Plus d'un quart, ce qui veut dire qu'on est bien au-delà de l'inflation et qu'on est bien au-delà de la difficulté de pouvoir avoir des devis qui soient fiables, cohérents et que les artisans puissent quand même vivre correctement de leur métier. Donc nous, on demande aux ministres concernés de prendre des décisions sur comment on permet à la TPE, puisque je rappelle aussi que 97% du milieu du bâtiment est constitué de petites entreprises du bâtiment. Et encore TPE, le T c'est très petites entreprises du bâtiment, c'est moins de 10 quoi. En gros, c'est une entreprise 10, techniquement parlant, mais c'est votre plombier, c'est votre maçon, ils sont 2, parfois ils sont 3, et pas davantage. Tout simplement. C'est votre collègue que vous connaissez en ruralité qui a des difficultés à travailler au quotidien dans la partie administrative. Vous savez,
quand on est 3 à travailler, la partie administrative prend beaucoup trop de temps actuellement, et on attend vraiment des chocs de simplification pour que l'artisan seul, l'artisan à 3 salariés, puis jusqu'à 10, et puis au-delà de 10, puisse accéder à ces marchés-là. Et là, actuellement, on sent bien que ça se tend fortement là-dessus et que tous les marchés ne vont pas vers la TPE et au contraire permettent aux grandes entreprises de moyenne et grande taille de s'emparer de ces marchés, notamment le marché de MaPrimeRénov', les 5 à 6, 7 milliards qui sont mis sur la table. Donc nos impôts, on voit bien qu'ils ne vont pas majoritairement vers la TPE et que la TPE se désintéresse de ce marché-là. Alors comment ça s'explique justement que l'argent de MaPrimeRénov', donc en gros c'est la prime qui permet aux ménages de faire de la rénovation énergétique dans leur logement, comment on explique que ça aille dans les grandes entreprises et pas dans les petites? Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus cher? Non, ça veut dire que le dossier administratif en tant que tel, il n'est pas... il ne faut pas sortir de l'ENA pour le faire, mais il demande une certaine investissement, un certain investissement en temps. Et nous, l'artisan, il est plutôt à la réponse du client quand on lui demande de faire un chantier. Il n'est pas à la projection de se faire un dossier pour savoir s'il va faire un poêle à bois dans 1 an et demi ou une pompe à chaleur dans 1 an. Donc, du coup, concrètement, tiens, essayez de me faire un exemple, une visite guidée pour tous ceux qui nous écoutent. Imaginons que vous ayez un client qui veut faire des travaux avec votre entreprise et qui veut utiliser MaPrimeRénov'. Qu'est-ce que vous allez devoir faire comme dossier et qu'est-ce que vous allez devoir renseigner comme document et combien ça va vous prendre comme temps? Il faudra que dans l'activité que vous me demandez d'être compétent, il faut que j'ai une compétence par activité. C'est-à-dire que si c'est la pompe à chaleur, je devrais avoir une compétence dans la pompe à chaleur et que je prouve à l'organisme qualificateur que je suis compétent. Monter un dossier, pièce administrative, conformité, stage de mise en conformité, et derrière, la partie audit et financement. Donc tout cela demande à se projeter. Et l'artisan, il n'est pas dans cette vision-là, il est plutôt à la réaction. C'est-à-dire que moi, si demain, vous demandez à un artisan de venir faire une opération de conformité sur un élément de performance énergétique, nous, ce qu'on demande au ministre, c'est de venir faire un certificat de conformité de performance énergétique à la fin du chantier pour bien vérifier que l'installation est conforme. Commencer les travaux d'abord et ensuite le valider, c'est ça que vous demandez par exemple? Tout à fait, comme on le fait régulièrement sur l'électricité et la mise en conformité de l'extraction électrique, le consuel. Donc on a des capacités de pouvoir répondre à la commande en évitant la fraude et en évitant aussi les entreprises un peu, j'allais dire, exotiques et qui pourraient ne pas répondre à la commande. On va en parler parce qu'il faut qu'on en parle d'ailleurs, ça c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de fraudes. Tout le monde a reçu d'abord des appels, des propositions de devis absolument exubérants, vous proposant de refaire l'isolation de votre maison. On ciblait souvent les personnes âgées. D'ailleurs, comment on peut faire la différence entre une entreprise sérieuse et une entreprise qui veut vous rouler? Il faut déjà demander à l'entreprise qu'elle soit en conformité par rapport à ses assurances, à ses responsabilités. Donc ça déjà donne un pignon sur rue. Après, il faut être très vigilant sur le fait que cette entreprise dite souvent un peu générale ne sous-traite pas les travaux. Actuellement, le RGE, donc le reconnu garant de l'environnement, peut être fait par une entreprise qualifiée, donc avec ce petit label, mais elle peut sous-traiter à n'importe qui devant vous l'installation. Donc il faut être vigilant à ce qu'il n'y ait pas de rang de sous-traitance pour que la qualité du travail soit bien faite. En gros, à ce que celui à qui vous avez commandé les travaux soit vraiment celui qui les fasse et non pas quelqu'un à qui il délèguera. D'autant plus qu'une tempête approche et on se souvient des dernières tempêtes et des derniers désastres. Souvent, vous aviez des gens mal intentionnés qui faisaient le tour des maisons qui avaient perdu leur toiture, leur proposaient de faire des travaux pour pas cher. Souvent, c'était une arnaque. Autre mesure que vous demandez parmi les 15 et qui est urgente pour vous? La capacité qu'on a de pouvoir se regrouper entre entreprises pour pouvoir répondre notamment à l'offre globale, la performance énergétique ou le maintien à domicile, la future MaPrimeAdapt pour pouvoir rester à domicile, le vieillissement de la population. On a la nécessité de pouvoir répondre à ces marchés qui sont plus globaux et on a la possibilité d'avoir, il nous faut une loi, on demande à monsieur Béchu, au ministre Béchu de poursuivre cette loi pour permettre aux entreprises de petite taille de se regrouper momentanément sur un chantier et répondre justement à une offre globale ou à un maintien à domicile. Et ça c'est essentiel pour qu'on ait accès au marché. Alors deux autres points à aborder qui sont importants. Vous êtes souvent d'ailleurs impactés, ces entreprises, en tout cas vos adhérents, par les zones à faibles émissions qui seront instaurées progressivement dans toutes les grandes villes. J'avais mené une interview avec un couvreur du côté de Bordeaux à qui on avait demandé d'envisager le vélo cargo. Est-ce que vous vous inquiétez de ne plus pouvoir travailler dans les centres-villes à terme ? Il est évident qu'on ne peut être que favorable à ce qu'il y ait moins de pollution en centre-ville et qu'on ait des véhicules dits propres en centre-ville. Mais la difficulté que l'on connaît actuellement, et on l'avait dit au gouvernement, c'est que le calendrier contraint qui était prévu ne permettait pas
à chaque artisan de pouvoir avoir et le véhicule disponible et livrable en temps et en heure, et aussi, si je peux me permettre, au juste coût, puisque nous voyons bien que pour nous, il y a des différentiels assez conséquents, tout à fait, et que les aides étaient limitées aux entreprises qui étaient justement dans la zone de la ZFE, de la zone à faible émission. Donc quand on est en périphérie de cette zone-là, on n'a pas droit aux aides, et on a des difficultés à avoir le véhicule qui nous permet de faire l'aller, mais également le retour pour pouvoir travailler. Donc nous sommes très favorables, nous, à ce qu'on ne pollue pas la planète et qu'on on respire tous le même air, mais en tout cas, vous n'avez pas les moyens pour l'instant d'avoir la garantie de pouvoir continuer à travailler dans les centres-villes, on est d'accord? Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a un risque de voir un certain nombre de fermetures? C'est ma dernière question, d'entreprises, en tout cas des entreprises qui sont celles qui adhèrent à votre confédération, dans les semaines qui viennent ou pas? On est en très grande vigilance. On est revenu aux chiffres assez forts de 2019, donc avant Covid, et on est à peu près au même rythme de dépôt de bilan. Donc on est très vigilant et on a une activité qu'on espérait encore positive dans l'année 2023 et on finira sûrement l'année avec moins 0,5 ou même moins 1 d'activité. Donc on est dans une période où on peut pas qualifier encore, si on est sincère, de récession, mais deux trimestres de recul fort nous mettent en vigilance sur l'avenir. On voulait aussi créer de l'emploi, on s'aperçoit qu'on a créé en 2023, on créera sûrement 1000 emplois maximum. Et alors, quand on voit que le gouvernement veut espérer aller vers le plein emploi, on a des mesures qui nous permettraient justement d'activer l'activité des artisans pour que le gouvernement réussisse ses objectifs, notamment de transition énergétique. Bon, mais écoutez, tenez le coup. En tout cas, merci beaucoup. Vous tous qui nous écoutez d'ailleurs. Vous êtes maçon, vous êtes couvreur, vous êtes charpentier, plombier. 0826 300 300. Est-ce que vous arrivez à travailler? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous simplifie la vie? On vous donnera la parole à la fin de cette émission dans Bercoff dans tous ses états. Merci Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, la Confédération des petites entreprises du bâtiment. André, restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants sur Bercoff dans tous ses états, midi 14h, Jean-Marie Bordry. À suivre sur Sud Radio, André Bercoff, envoyé spécial en Israël, à quelques kilomètres du front et de la bande de Gaza. On sera avec André, le point sur la situation sur place et évidemment l'état d'esprit des populations, notamment toujours marqué par les massacres du 7 octobre. Mais avant ça, parlons d'un aspect très particulier de ces opérations qui se déroulent en ce moment même, ces opérations militaires. Les otages retenus par le Hamas qui ont été capturés par ces terroristes le 7 octobre dernier en Israël. Hier, Tsahal a annoncé la libération, probablement par la force, d'une de ses soldates. Elle s'appelle Ori Megidish. Mais la question qui se pose, c'est combien d'otages restent encore retenus par le Hamas dans la bande de Gaza? Combien y a-t-il de Français, ne serait-ce que de Français? Et comment se déroulent les négociations menées notamment par la France via le Qatar pour obtenir leur libération? On en parle avec notre invité Alain Rodier. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes un ancien officier supérieur de la DGSE, c'est les services secrets extérieurs français, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Comment se déroulent et avec quels intermédiaires les négociations menées pour essayer d'obtenir la libération de certains otages? Bon, d'abord, j'aimerais faire un préambule parce que à l'heure actuelle, j'entends sur les chaînes, etc., le droit de la guerre n'est pas respecté, etc. Je rappelle que le mouvement terroriste Hamas, avec d'autres mouvements, a mené des opérations qui sont absolument contraire à toutes les lois humanitaires et je dirais qu'il est responsable de crimes génocidaires et après avoir massacré un certain nombre de personnes dans des conditions absolument abominables, il a pris des otages, ce qui est également complètement hors de toutes les règles qui peuvent exister de par ce monde. Enfin, ceci paraît évident. Alors, ceci dit, alors oui, non, ça paraît évident, mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on est un petit peu trop dans un discours inverse en accusant Israël d'avoir commis un certain nombre de choses. Donc je tenais à faire ce point. Bon, écoutez, en tout cas, vous répondez à d'autres médias parce que sur Sud Radio, tout ce que vous venez d'énumérer, ça a été dit, ça a été redit. Ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas une opération de guerre, c'est un pogrom, ça porte un nom, ça a été un massacre. Des gens ont été tués parce qu'ils étaient juifs en Israël, par des terroristes du mouvement du Hamas. Là-dessus, tout le monde est d'accord, en tout cas autour de cette table. Pour ce qui est du reste, parlons quand même de cette opération militaire et notamment de ce défi, parce
que effectivement, vous faites bien de leur dire, oui, prendre des otages, non, c'est pas respecter le droit de la guerre. On est tout à fait d'accord là-dessus. Il n'y a pas de débat. En revanche, tout ce qu'on sait, c'est que ça pose un défi supplémentaire, ne serait-ce que pour l'armée israélienne. Ça pose aussi un défi supplémentaire pour les pays dont sont originaires parfois ces otages, comme la France. Comment se déroulent les négociations? Est-ce qu'il y en a à l'heure actuelle? Il y en a certainement, mais là je reviens un petit peu sur mon propos. De toute façon, qui a les atouts à l'heure actuelle dans la main? C'est le Hamas et le djihad islamique palestinien, plus de 3 petits groupuscules qui ont également pris certains otages. Et puis il faut savoir que les otages, ça se vend. C'est-à-dire que ça s'échange entre mouvements, on se rachète, etc. Et je rappelle que ce style de mouvement, en général, a toujours utilisé les otages de façon à essayer de faire rentrer de l'argent. On se rappelle aussi le soldat Gilad Shalit qui avait été finalement échangé contre plusieurs centaines de prisonniers palestiniens. 1000 voilà. Pour être précis. Pour être précis, 1000 mais en 2 fois. Donc, sans compter le reste. Donc, il est vrai que le Qatar sert un petit peu d'intermédiaire parce que le Qatar a sur son territoire une représentation du Hamas, comme il avait au préalable une représentation des talibans. Donc, tout ça se passe effectivement via le Qatar. Cela dit, il faut... tous les cas que j'ai eu à connaître de dans cette chose-là, ceux qui ont les cartes maîtresses, ce sont les preneurs d'otages. Parce que c'est eux qui négocient à leur prix en fonction de leurs propres intérêts. Bon, avec le nombre que le Hamas et les autres mouvements détiennent, il est vrai qu'ils vont pouvoir faire durer l'affaire pendant des mois, voire des années. Donc, c'est extrêmement difficile et je pense que Israël est tout à fait conscient de ce sujet. Et c'est horrible pour les familles, et encore plus bien sûr pour les otages eux-mêmes. Mais je pense que Israël considère que c'est un sujet, je dirais pas secondaire, mais qui arrive en deuxième. Ouais. Après avoir liquidé le Hamas. Malheureusement pour les familles. Oui, et malheureusement pour les familles et pour les otages. Dernière question, parce que c'est important malgré tout. Alain Rodier, quand la France dit qu'elle discute avec le Qatar pour essayer d'obtenir la libération de certains otages, imaginons qu'on l'obtienne cette libération, qu'est-ce qu'on aura donné en échange? Parce que dans une négociation, c'est du donnant-donnant. Est-ce qu'on va vraiment payer le Hamas ou des groupes terroristes pour obtenir la libération de certains otages ou pas? Ah, ça, je me mets pas à la place des politiques, mais il y a eu beaucoup. La France a malheureusement une grande expérience de ce style de négociation. D'où ma question. Et sur d'autres théâtres, je dirais. Et heureusement, la France est parvenue, dans une grande majeure partie des cas, à sortir les malheureux de la situation où ils se trouvaient. Mais il est évident qu'il y avait des contreparties. Alors, de façon à ce que le politique reste net, si vous voulez, ce n'était pas forcément la France qui payait, mais c'était la société qui employait tel otage ou tel otage. Voilà. Donc, on peut toujours garder, et il faut toujours garder espoir, parce que moi, je partage totalement la peine et l'effroi des familles à l'heure actuelle, mais je crois que malheureusement, ce n'est pas l'objectif prioritaire des Israéliens à l'heure actuelle. Quand ils peuvent sauver un otage, ils l'ont fait, on l'a vu. Ils l'ont fait notamment hier, mais malgré tout, leur priorité numéro 1, c'est d'obtenir l'éradication du Hamas par la force en pénétrant dans la bande de Gaza. C'est l'objectif numéro 1. Et puis je rappelle que ce sont des opérations, même les opérations militaires sont très compliquées. Nous avons eu un otage, entre guillemets, qui s'appelait Alex, qui a été liquidé en Somalie. C'est toujours extrêmement dangereux, on l'avait vécu. On avait perdu aussi plusieurs membres des commandos du commando Hubert, notamment dans la libération d'autres otages. Là, c'était dans le Sahel. Vous faites bien de le rappeler. Merci beaucoup pour cet éclairage, Alain Rodier, ancien officier supérieur de la DGSE. C'était justement l'organisation pour laquelle travaillait aussi Denis Alex, qui a été assassiné par les Chebabs somaliens. C'était un otage français. Merci à vous pour cet éclairage. Tout de suite,